Depuis le début, les Ukrainiens réclament une chose en apparence simple et tout à fait morale. Mais on se disait que c'était des histoires qu'on racontait aux enfants. Et si, pour soulager les Ukrainiens de cette guerre, pour l'aider, on saisissait la fortune des oligarques et qu'on la transférait en Ukraine pour aider les blessés, pour aider la reconstruction, pour aider les villes ukrainiennes. Qui y croyait réellement? Eh bien voilà que cette idée commence à trouver une réalité. Les premiers milliards sont sur le point d'être versés et c'est une partie de la formule, de la fortune d'un certain Roman Abramovich dont vont bénéficier les Ukrainiens. De quoi s'agit-il? Voici les indispensables pour commencer avec Quentin Bérichel, les faits, rien que les faits. Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir à tous. 2,5 milliards d'euros saisis par l'Occident, donc qui vont arriver en Ukraine. Oui, 2,3 milliards de livres sterling, plus précisément. Oui, parce que c'est le gouvernement britannique qui va verser cette somme à l'Ukraine. Plus précisément, à une fondation ukrainienne dédiée aux victimes de la guerre. Elle a pour objet de fournir une aide médicale, matérielle, mais aussi alimentaire ou encore dans l'éducation, car on le sait, dans les zones où les Ukrainiens ont fui, notamment à l'ouest du pays, les écoles sont surchargées. Alors d'où vient cette somme de 2,5 milliards d'euros? Eh bien de l'un des oligarques les plus médiatiques du monde, Roman Abramovich. Le voici, 56 ans, fortune estimée entre 8 et 15 milliards de dollars selon Forbes, grâce à ses investissements dans le pétrole ou encore dans l'aluminium russe. C'est un proche du président Vladimir Poutine. Il est installé depuis longtemps à Londres. Et Roman Abramovich, depuis le début de la guerre, fait partie de la liste des oligarques sanctionnés par l'Occident. Toutes ses propriétés, ses appartements de luxe en France ou encore à Londres ont été confisqués par les pays. Il avait tout de même réussi à mettre à l'abri une partie de sa fortune en léguant justement cette partie à ses enfants ou encore à certains de ses collaborateurs. Mais il n'a pas pu éviter la vente de son club, le Chelsea Football Club, l'un des plus emblématiques de Londres et même d'Europe, vainqueur de la Ligue des Champions il y a quelques années. Montant de la vente, 5 milliards d'euros. Et c'est la moitié de ce versement, donc 2,5 milliards d'euros, qui va être reversé à l'Ukraine. Mais ce versement, ce transfert, se fait-il avec ou contre la volonté d'Abramovich, contraint et forcé? C'est un petit peu compliqué et c'est là que ça devient intéressant. De fait, Roman Abramovich joue les équilibristes. Il avait donné son accord dès mai lors de la vente du club pour que cette somme soit reversée à l'Ukraine. Alors pourquoi a-t-il accepté cela? De toute évidence, Roman Abramovich a décidé de céder un peu pour sauver l'essentiel. Depuis le début de cette guerre, comme l'explique le Wall Street Journal cette semaine, l'oligarque russe se donne corps et âme pour tenter de mettre fin à la guerre en sauvant sa réputation et protéger sa fortune. Il essaie de prouver à l'Occident qu'il peut être un médiateur dans cette guerre. C'est comme cela que l'on a vu regarder en mars, fin mars, justement à Istanbul, lors des premiers pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine. En juillet dernier, il avait même participé aux négociations sur les exportations de blé sur le port d'Odessa. Et en septembre, il a même réussi à négocier la libération de 10 prisonniers occidentaux, dont des Américains et des Britanniques, retenus en Russie depuis des années. Il garde donc, malgré les rumeurs, la confiance du président russe Vladimir Poutine, tout en discutant régulièrement avec les autorités ukrainiennes. Et c'est comme cela qu'il a réussi à convaincre notamment les États-Unis de ne pas le sanctionner, à l'inverse du Canada ou encore de l'Europe. Une position difficile à tenir. Son feu vert pour le versement des 2,5 milliards d'euros à l'Ukraine est donc un gage, selon lui, qu'il veut mettre fin à la guerre. Voilà. Donc il a consenti à ce don, mais avec un pistolet sur la tempe, pourrait-on dire, d'une certaine manière. Faut-il s'attendre à ce que d'autres avoirs gelés, d'autres oligarques, soient versés à l'Ukraine, ce que le pays demande depuis le début de cette invasion? Oui, David, de toute évidence. Prenez l'exemple, par exemple, de Mikhail Friedman. Le voici, 58 ans, oligarque russe qui a fait fortune dans la chimie. En septembre, il a proposé 1 milliard de dollars à l'Ukraine. En échange, il demande la levée des sanctions du Royaume-Uni à son égard. Pour le moment, la proposition n'a été acceptée ni par les Britanniques ni par les Ukrainiens, mais elle reste en discussion.
D'ailleurs, regardez ce qu'explique le Wall Street Journal cette semaine également. Des dizaines de Russes sanctionnés envisagent des actions similaires pour se sortir de leur situation financière difficile. Les responsables ukrainiens ont envisagé de créer un fonds dans lequel les Russes sanctionnés pourraient déposer de l'argent. Depuis le début de la guerre, d'ailleurs, c'est d'ailleurs une demande de l'Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky l'avait d'ailleurs reformulé lors de son entretien à Darius Rojban. Écoutez. On connaît sur la côte d'Azur, par exemple, des hôtels qui appartiennent à des oligarques russes. Est-ce que vraiment, simplement, on est dans une telle situation de guerre qu'on peut dire ça, on le saisit et on paye à l'Ukraine? Да, саме так. Саме так. Під час війни йде руйнація у нас, але є рахунки дуже багатих людей. Так дайте нам ці гроші. Для чого ви берете із бюджету? Мені здається, що є вихід. Ця нерухомість коштує мільйони. Чому не продати цю нерухомість, заморозити актив, так, передати цей актив і дати гроші, допомогти Україні? Я вважаю, що це справедливо. Rappelons que la somme est conséquente en Europe. 19 milliards d'euros ont été gelés par l'Union européenne. Merci Quentin. Voilà, alors quand on entend Volodymyr Zelensky dire ça, il faut bien reconnaître que scepticisme général, sourire en coin. On s'est dit, ok, c'est un conte pour enfants, ça n'arrive jamais ce genre de choses, ça serait si simple. On saisit la fortune de ceux qui se sont enrichis d'une certaine manière en profitant des ressources sur lesquelles la Russie s'appuie pour financer cette guerre. Mais ça ne peut pas marcher comme ça, c'est trop simple. Eh bien oui, ça marche. Finalement, ça marche. La morale de l'histoire. Vincent ? D'abord, je crois qu'il faut considérer qu'Abramovich n'est pas un oligarque comme les autres. Il a manifesté très tôt en saison sa volonté de jouer un rôle de médiateur. Il a notamment tenté, en vain d'ailleurs, de conduire une sorte d'amorce de pourparlers au mois de mai dernier. Et depuis lors, il a un peu révisé ses ambitions à la baisse en se contentant, entre guillemets, d'œuvrer par exemple à des échanges de prisonniers. Ça a été le cas en mai avec l'appui du prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman, d'ailleurs, paradoxalement. Et plus récemment, en septembre, on y faisait allusion, notamment lorsque un jet privé s'est posé sur un aéroport désaffecté du sud de la Russie et qu'à son bord sont montés une dizaine de détenus, dont des Britanniques et des Américains. L'un d'entre eux, d'ailleurs, l'avait reconnu à bord de cet avion. Donc, si vous voulez, pour moi, et je pense que Quentin l'a mis en évidence de façon assez éloquente, il s'agit pour lui de céder l'accessoire pour préserver l'essentiel de son pactole. Il ne s'agit pas de quelqu'un qui aurait été touché par la grâce de la philanthropie, comme ça, soudainement, mais il s'agit de quelqu'un qui sait ce qu'est l'intérêt de préserver, encore une fois, sa fortune. Bon, vous allez me dire que 2,5 milliards sur 10 à 15 milliards, ça n'est pas rien. Mais encore une fois, il n'est pas réduit à néant. Et puis, il a aussi ce mérite, et c'est ce qui explique sans doute la mansuétude relative des Américains, même s'il est inscrit sur les listes de sanctions, des Ukrainiens eux-mêmes, qui l'ont couché sur la liste, mais qui jusqu'à maintenant n'ont pas appliqué les sanctions. Parce qu'on veut croire qu'il a encore la possibilité, avec les canaux dont il dispose, à l'Ouest comme avec le Kremlin. Il a parlé avec Vladimir Poutine, il parle, paraît-il, régulièrement avec le directeur de cabinet du Kremlin, qu'il pourrait peut-être, le moment venu, jouer un rôle. Et je crois que c'est ce qui fait son statut particulier au regard des autres oligarques. Ne nous faisons pas d'illusions, ce à quoi on assiste là n'augure pas forcément d'un circuit très moral qui consisterait à prendre ici pour donner là. Non. Parce qu'il y a d'autres oligarques qui vont suivre la même voie, y compris, c'est ce qu'on appelle les achats d'indulgence. Mais qu'importe le moyen, si la fin est là. Mais, encore une fois, je termine là-dessus. Je considère que c'est un spécimen tout à fait particulier. D'accord. Et vous, Jean-Claude ? Il y a un côté, il y a un pragmatisme qui vaut, parce qu'on oublie, vous avez parlé de morale. Et pourquoi est-ce que je parle de pragmatisme ? C'est parce que les avoirs gelés doivent être transformés en avoirs confisqués pour pouvoir être vendus. On ne peut pas simplement dire les avoirs gelés. Bon, il y a X milliards sur un compte bancaire. Nous sommes un État de droit. Il faut passer par des décisions de justice pour transformer ces avoirs. Donc, et c'est très long, forcément, y compris pour l'Ukraine, de manière très pragmatique, plutôt que d'attendre la transformation, c'est-à-dire faire ce qui a été fait pour l'Irak et la Syrie par les pays occidentaux, plutôt que d'attendre la transformation sur le plan juridique des avoirs gelés en avoirs confisqués, les vendre et tirer profit de cet argent. Il vaut mieux à la limite avoir cet argent tout de suite,
Donc du pragmatisme tout de suite en se disant, ben oui, Abramovich n'est peut-être pas l'homme le plus respectable du monde, mais c'est comme ça et j'ai envie de dire, il n'y a pas de guerre propre et dans toutes les guerres, et je parle sous le contrôle du général, il y a toujours comme ça des individus flous qui sont entre les deux et c'est à ce prix-là qu'on arrive à avancer. Et peu importe qu'il le fasse de son plein gré, Ça n'a pas ou qu'il le fasse un pistolet sur la tempe, Peu qu'il le importe. fasse pour obtenir C'est le l'indulgence des résultat uns qui et des compte. autres, ça crée un précédent. Est-ce que ça ne crée pas un précédent, Dominique? D'abord, j'aime beaucoup votre expression d'achat des indulgences, parce que c'est un peu ça. En fait, on n'est pas du tout dans la morale, on est dans le pragmatisme. Non, mais le résultat est moral. Oui, non, mais le résultat est moral. Donc, Même si la motivation l'est moins. il s'est racheté, non pas une virginité, mais dis donc, une façade correcte, et il peut être utilisé par la suite. Je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Vincent tout à l'heure. C'est-à-dire que, OK, je suis bloqué, mais moi je veux survivre et je peux être utile. Donc, je vous en cède un peu, je vais continuer à être utile et vous me permettrez de bénéficier du reste. Donc, c'est un peu ça. Alors, est-ce que ça va susciter une grande vague ? J'en suis pas très convaincu parce qu'il faut quand même être dans une situation très particulière. Il faut être plutôt dans les mains, j'allais dire, des Américains, des Britanniques et des Européens pour être utile et pour qu'on joue cette carte-là. Les oligarques qui sont plutôt dans les circuits directs du Kremlin, ça va être un peu compliqué pour eux. Mais là, c'est très intéressant parce que quand on le voit à la négociation à Istanbul, où il veut jouer un rôle, je ne sais pas s'il joue un rôle, mais il veut jouer un rôle. C'est-à-dire qu'il a été accepté par la délégation russe et la délégation turque. Donc ça veut dire effectivement, quand on dit qu'il parle toujours au directeur de cabinet de Poutine, ça, c'est un tuyau très très intéressant à poursuivre. Mais vous voyez, Michael Friedman, un autre de ces oligarques dont nous parlait Quentin, lui aussi, il propose, alors il ne l'aurait pas fait spontanément, j'imagine, hein, Ouais. s'il ne sentait pas l'épée de Damoclès au-dessus, lui aussi, de sa fortune, de ses hôtels, de ses yachts, j'en passe et des meilleurs. Mais au final, une partie de cet argent se retrouve bien du côté ukrainien et c'est peut-être de cela qu'il faut se réjouir, Anne. Alors, je suis tout à fait d'accord. On est tous d'accord sur le fait que la morale n'a rien à voir dans cette La morale, affaire. c'est la morale finale de l'histoire, si je veux dire. Oui. C'est pas Abramovich ou les oligarques qui ont une conduite morale. La morale, c'est qu'une partie de cet argent, je ne sais pas s'il faut l'appeler amassé de façon indue. Enfin, voilà, personne ne dira qu'il a été gagné À de la sueur de façon son front. totalement propre. Voilà, qu'une partie de cet argent se retrouve malgré tout à financer l'Ukraine. C'est en Alors, ça que l'histoire peut être considérée. Une remarque préalable, ce qui est bien ressorti de ce que nous a dit Quentin, c'est qu'on va parler tout à l'heure des effets des sanctions. À tous ceux qui disent que les sanctions ne servent à rien, ce n'est pas du tout le cas pour les oligarques, qui sont à l'évidence très gênés dans leurs affaires, dans leur vie quotidienne par ces sanctions. Mais bon, on en reparlera tout à l'heure. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est de voir que, vous vous souvenez, au début du conflit, on est nombreux à s'être interrogés sur le rôle qu'allaient jouer les oligarques. Pour leurs affaires, clairement, cette guerre était très mauvaise. Et donc, allait-il faire pression sur Poutine pour que Poutine mette fin à la guerre ? En fait, c'est une question qu'on ne s'est pas posée longtemps, parce qu'il est très clair que Poutine a continué sur la ligne qu'il a eue depuis 20 ans à l'égard des oligarques. Les oligarques peuvent faire fortune, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais ils n'ont aucun rôle politique. Et on le sait depuis l'affaire Khodorkovsky, dont on a tant parlé, emprisonné en 2003, 10 ans de prison, et à la suite de ça, il est libéré, mais il s'exile et donc il n'a plus aucun rôle politique. Tout cela parce qu'il avait manifesté sa volonté d'être candidat à la présidentielle contre Vladimir Poutine. Oui, et puis qu'il avait fait des affaires avec les États-Unis qui n'avaient guère plus sur le plan des relations internationales à monsieur Poutine. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'Abramovich a bien essayé de jouer un rôle au moment des négociations en Turquie au début, mais en fait, il était en effet présent, on l'a vu à l'écran. Ceci étant, il n'a pas eu de rôle important et moi, il me semble tout à fait improbable que pour tout ce qui touche à la guerre et à la paix, Poutine accepte de donner une voix à Abramovich ou à d'autres oligarques. Par contre, sur des sujets
Alors, secondaire, c'est pas secondaire du tout, parce que c'est des sujets très, très importants, mais par rapport à la paix et à la guerre, c'est d'ordre différent. Les échanges de prisonniers, le commerce des céréales, là, ils peuvent éventuellement jouer un rôle, et c'est ce qu'on a vu avec, pardon, avec Abramovich, qui a été extrêmement actif et qui continue à l'être. Alors, le dernier point que je voudrais souligner, je ne sais pas si ça va servir de précédent et si d'autres oligarques essaieront de faire la même chose. On peut le penser. Est-ce que ça marchera? Je ne sais pas. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'au moment où ce conflit prendra enfin fin, parce que ce jour arrivera quand même bel et bien, le jour où on parlera de la reconstruction, le jour où M. Poutine, espérons-le, n'aura pas d'autre choix que d'accepter de participer à la reconstruction de l'Ukraine, là, les oligarques auront un rôle à jouer. Et ne doutons pas que M. Poutine, comme il l'a déjà fait à maintes reprises, quand il a besoin d'argent, ça a été le cas, par exemple, au moment des travaux à faire pour les JO de Sochi, il pique dans la poche des oligarques. Il leur demande de participer à l'effort national, et ça, il ne se gênera pas s'il est toujours au pouvoir pour le faire pour la reconstruction de l'Ukraine. Tout dernier point, Anne, en donnant son aval, même si c'est contraint et forcé, même si c'est par pur calcul, mais en donnant son aval au versement de cette somme à l'Ukraine, est-ce qu'il ne prend pas le risque d'une chute malencontreuse dans l'escalier, d'une perte d'équilibre au 6e étage de son immeuble, Abramovich? Tout est possible avec les Russes. Il a Oui, déjà Vincent. pris un risque. Je me souviens que lorsque précisément il s'était investi dans les négociations sur l'exportation des céréales comme sur l'échange de prisonniers, lui-même et 2 de ses collaborateurs avaient été saisis pendant quelques jours d'un malaise assez profond que certains avaient attribué à un avertissement de type empoisonnement. Il a encore beaucoup à sauver, Abramovich. Sur l'île de Jersey, les établissements financiers locaux ont gelé l'équivalent de 7 milliards de dollars d'actifs. Et ils menacent, eux aussi, de le verser à l'Ukraine. Exactement. Donc, il lui faut donner des gages. Alors maintenant, on a évoqué avec Quentin le côté tête près du bonnet. Il a pris soin donc de déléguer les trusts à ses enfants, de céder une holding à un de ses associés, de mettre à l'abri son patrimoine immobilier londonien et ses yachts dans les eaux turques. Mais il faut lui reconnaître ce mérite, c'est qu'il a, dans le passé, et dans des périodes moins turbulentes, cédé un peu de sa fortune, ici à la région déshéritée de Russie de Tchoukotka, dont il avait été le gouverneur jadis, là un mémorial de la Shoah. N'oublions pas qu'il est détenteur d'un passeport israélien, mais aussi d'un passeport portugais, ce que l'on sait moins. Et donc, je veux dire, voilà, le personnage est évidemment complexe, et on ne veut pas ici non plus l'accabler de sarcasme. Bien.